Ben ici, donc, troisième, on va dire, quatrième activité de l'école d'été, à nouveau une conférence d'automne, je vais y arriver. Hein. Je vous avais dit que je serais plusieurs fois l'erreur. Hein. Donc ici, on va avoir une conférence de Simon Collin. Donc Simon est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. D'accord, il est là en haut à gauche. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation et chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, qui s'appelle le CRIFP. CRIFP, vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, il s'intéresse aux enjeux éducatifs que suscitent les technologies, qu'il aborde de façon critique, et ça va être ça la thématique de sa conférence. C'est la question d'envisager, d'approcher les outils numériques de manière critique. Ça ne va pas être uniquement sur la question de l'intelligence artificielle, c'est des clés de réflexion qui s'appliquent au numérique de manière générale, mais si je ne fais pas erreur, Simon, tu vas utiliser un cas en illustration qui est un cas d'intelligence artificielle, donc ça s'y applique aussi. Ben Simon, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous pour cette école d'automne. Donc, j'espère que la matinée a été bonne. Puis, je me joins à vous donc cet après-midi pour aborder effectivement le numérique en éducation, mais sous un angle critique finalement. Alors, je vais effectivement donner un cas de figure qui concerne l'intelligence artificielle et notamment un algorithme de prédiction du risque de décrochage scolaire qui est en cours de développement au niveau du Québec. Mais pour moi, l'intelligence artificielle n'est pas détachée du numérique. Hein. C'est un cas de figure intéressant vis-à-vis du numérique parce que ça amplifie certains phénomènes, certaines tendances que le numérique avait déjà avant, mais qui sont maintenant à une autre échelle. Et c'est en ce sens-là que l'intelligence artificielle m'intéresse, mais je ne suis pas spécialisé dans l'intelligence artificielle. Petite note de prudence également, là, c'est sûr que dans la conférence que je vais donner aujourd'hui, j'ai en tête le contexte québécois parce que c'est le contexte dans lequel j'évolue, celui que je connais bien. Alors, il y a là-dedans des choses qui vont bien s'appliquer sans doute et qui vont résonner avec le contexte belge, puis d'autres moins. Ça, c'est toujours l'intérêt justement des échanges, notamment en fin de présentation, que de pouvoir discuter de ces choses-là. Donc, en rien, je prends pour acquis que ce que je vais dire s'applique tel quel dans le contexte belge. Les contextes sont importants et on va le voir particulièrement avec les approches critiques qui prennent en compte ces contextes-là. Alors, oui, David est là aussi. Parfait, je vais partager mon écran. Normalement, vous le voyez maintenant. Et puis, je commence par quelques mots d'introduction. Sur moi, je suis formateur donc de futurs enseignants de français langue seconde et si je me trompe pas, vous êtes vous-même dans un rôle de formation de futurs enseignants et je suis également chercheur donc sur les technologies en éducation. Puis au niveau de ma maîtrise, j'ai travaillé davantage dans une approche didactique des technologies, notamment donc en lien avec l'enseignement et l'apprentissage des langues secondes. Puis ensuite au niveau du doctorat, là je me suis penché sur les technologies, mais dans ce qu'on appelle au Québec là, une approche davantage psychopédagogique et notamment je me suis intéressé à la manière dont les réseaux sociaux ou en tout cas les technologies de communication peuvent soutenir ou non la pratique réflexive qu'on essaie de développer chez les futurs enseignants quand ils sont en stage, donc quand ils sont éclatés dans différentes écoles et qui ne forment plus un groupe classe à l'université. Et puis progressivement, j'en suis venu à m'intéresser aux approches critiques du numérique en éducation parce que je me posais des questions auxquelles les approches didactiques et psychopédagogiques que je connaissais ne me permettaient pas d'apporter des réponses. Elles m'apportaient d'autres réponses, mais pas celle-ci. Alors, par exemple, pourquoi est-ce que les technologies déchaînent les passions lorsqu'elles apparaissent en éducation? Pourquoi, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle en éducation, tout d'un coup, là, on a des discours très emballés ou au contraire des discours très paniqués? Pourquoi les effets des technologies ne sont pas plus visibles en salle de classe alors qu'on a eu des investissements très importants ces dernières décennies sur le numérique en éducation? Pourquoi les effets ne sont pas plus visibles que ça?
Pourquoi enfin, est-ce que les nouvelles générations d'élèves sont-elles vraiment des natifs du numérique, comme on en parle des fois, parce qu'elles seraient nées entourées de technologie? Et effectivement, on est dans une époque où la technologie est omniprésente, mais est-ce que ça en fait pour autant des natifs du numérique? Alors, dans la présentation que je vais faire, là, je ne vais pas passer à travers ces questions-là. Par contre, on pourrait y revenir dans la discussion certainement, mais c'est simplement pour exemplifier le type de questions que je me suis posées qui m'ont amené vers les approches critiques et que les approches critiques, à mon avis, permettent d'aborder. Elles permettent d'y répondre, justement. Alors, à partir de là, en cherchant des réponses à ces questions-là, je suis tombé sur certains textes qui m'ont inspiré, comme celui de Washer en 98, comme celui de Selwyn en 2010. Alors, c'est des textes anglophones, mais il y a une littérature francophone qui existe sur les approches critiques du numérique en éducation. Et ces textes-là, donc, finalement, m'ont amené à certains constats. Alors, parmi les constats de départ sur le numérique en éducation, on peut assez facilement remarquer que le numérique en éducation, comme domaine de recherche et puis préoccupation professionnelle, c'est principalement développé sous l'angle de l'enseignement et de l'apprentissage en contexte institutionnel, en contexte formel d'enseignement et d'apprentissage, donc principalement en fait dans les salles de classe. Et cet angle-là, il est fort intéressant. En fait, on n'imagine pas vraiment le domaine du numérique en éducation qui ne s'intéresserait pas à l'enseignement et à l'apprentissage avec le numérique. Simplement, il n'est pas suffisant pour épuiser toutes les questions qu'on peut poser au numérique en éducation. Par exemple, les questions que je vous ai mentionnées auparavant. Par exemple, d'autres objets d'études comme les inégalités numériques entre les élèves puis entre les milieux scolaires. Également, les enjeux que suscite l'intelligence artificielle en éducation. Les discours idéologiques sur le numérique en éducation. Tout ça, c'est des objets d'études qui font partie du numérique en éducation, mais qui ne sont pas nécessairement abordés ou qui appartiennent pas nécessairement à l'enseignement et à l'apprentissage en contexte institutionnel. Et pourtant, ces objets d'études-là ou ces domaines de réflexion vont peser sur la qualité d'intégration du numérique en éducation. Donc, même si ces enjeux-là ne sont pas immédiatement observables sous l'angle de l'enseignement et de l'apprentissage en contexte institutionnel, ils vont quand même peser sur la qualité globale d'intégration du numérique en éducation. Pardon. OK. Excusez-moi, j'avais un petit réglage à faire. Et de ce point de vue-là, donc un premier mouvement, disons, qui est intéressant à faire pour aller vers les approches critiques, c'est d'avoir une approche systémique du numérique en éducation, donc d'élargir un peu le périmètre de questionnement habituel sur le numérique en éducation. Et ce, à deux niveaux. D'abord, de prendre en compte les usages numériques scolaires, donc tels qu'on les propose tels que les enseignants les proposent, par exemple, à leurs élèves, de prendre en compte ces usages numériques scolaires et de les mettre en interaction avec les usages numériques extrascolaires. Alors, pourquoi faire ça? Bien parce que les élèves, les enseignants aussi d'ailleurs, utilisent davantage, plus fréquemment, de manière plus diversifiée également, le numérique en contexte extrascolaire avant même d'arriver finalement à l'école. Ce qui veut dire qu'ils arrivent, les acteurs scolaires, voulant dire ici acteurs scolaires, enseignants, apprenants, etc., ils arrivent à l'école, ils arrivent en salle de classe avec des représentations, des usages préexistants du numérique, de ça sert à quoi le numérique, ça peut faire quoi, pour quelle finalité, etc. Et c'est avec ça qu'ils abordent le numérique en éducation. Donc, ils arrivent avec un bagage numérique, finalement, qu'il est intéressant de prendre en compte pour savoir comment arrimer les pratiques d'utilisation du numérique ensuite en salle de classe à l'école. Et puis, deuxième axe d'élargissement du numérique en éducation, c'est de mettre en relation ces usages-là du numérique en contexte scolaire et extrascolaire avec la conception du numérique qui est en amont. Avant les usages, il y a conception des technologies. Et dans le processus de conception, il y a des choix de conception qui sont faits par des acteurs qui sont généralement pas éducatifs. On parle d'ingénieurs, informaticiens, etc. Puis il y a beaucoup de monde qui intervient lors de la conception. Et ces choix qui sont faits, ces choix de conception qui vont aboutir à une technologie particulière, correspondent plus ou moins à la réalité des milieux et des acteurs
scolaires. Les représentations que font les équipes de conception sont plus ou moins, cohérentes ou proches des conditions réelles d'enseignement et d'apprentissage en salle de classe. Et dans ce sens-là, les technologies peuvent faciliter ou contraindre leur usage par les acteurs scolaires suivant leur degré d'adéquation avec leur réalité, avec leur milieu. Alors, cet élargissement du périmètre de questionnement, d'une part par la prise en compte des usages extrascolaires du numérique, d'autre part par la prise en compte de la conception, il permet en même temps de révéler des rapports de pouvoir, des rapports de force entre différents groupes. Alors, ces groupes peuvent être des groupes sociaux, par exemple des milieux scolaires favorisés versus défavorisés, qui n'ont pas nécessairement les mêmes enveloppes budgétaires pour s'équiper au niveau du numérique, qui n'ont pas forcément la même pression des parents pour intégrer le numérique et innover pédagogiquement. Ça peut être aussi des groupes professionnels. Bon, je parlais des concepteurs, mais il y a aussi les décideurs politiques, il y a les administrateurs scolaires et finalement les acteurs scolaires, donc les enseignants, mais j'inclus là-dedans aussi donc les apprenants, etc. Et là, quand on parle de rapport de force, quand on parle de rapport de pouvoir entre ces différents groupes sociaux et professionnels, on est dans des approches critiques du numérique en éducation. Et ça m'amène dans un premier temps à donner quelques balises très générales sur ce que c'est que être critique finalement. Alors, une première distinction qu'on peut faire, c'est entre être critique et être critiqueux ou critiqueuse, comme on le dit des fois. Alors, être critiqueux ou critiqueuse, c'est critiquer pour critiquer. C'est pas tant une démarche rationnelle qu'une démarche émotionnelle qui, finalement, plus souvent qu'autrement, aboutit à une distorsion du phénomène qui est critiqué parce que, justement, l'émotion amène à le voir sous un certain angle de manière assez peu objective. Alors, appliqué au numérique, on tombe assez vite dans une optique critiqueuse, là, dans ce qu'on appelle la technophobie, et des propos technophobes, finalement, les technologies, par exemple, sont pourries, ne servent à rien, etc., n'ont pas de place. C'est sûr que être critique, c'est pas ça, ou en tout cas, c'est mieux que ça, j'espère. Ça correspond davantage à une démarche de questionnement, donc on est plus au niveau, justement, de l'intellect. Et cette démarche de questionnement-là cherche à dépasser le sens commun et à dénaturaliser ces situations qui sont injustes, inéquitables, qui sont discriminantes, mais qui, au fil du temps ou au fil des discours aussi, sont banalisées. Et pour essayer de dénaturaliser, donc finalement de se rendre compte que ces situations-là sont pas normales, ou en tout cas qu'elles méritent qu'on s'y penche, on le fait en s'interrogeant sur leurs raisons et leurs explications, pourquoi les situations sont comme elles sont, et en les reproblématisant, donc en faisant finalement des problèmes. Ces situations sont injustes, par là même elles sont problématiques, donc on devrait s'y pencher. Alors finalement, cette démarche de questionnement, le fait d'être critique, ça peut être aussi trivial que de se poser des questions, comme Livingstone nous l'invite. Que se passe-t-il réellement dans cette situation sociale ou éducative? Comment est-ce que je peux expliquer ce qui se passe? Et puis comment les choses surtout pourraient être différentes, et par différentes, on entend souvent mieux, d'accord, dans le sens de plus juste, plus équitable, moins discriminante. Alors, cette posture-là, ou cette démarche, elle est vraiment transversale à la vie sociale. Alors, on peut l'utiliser, comme je le fais dans mes travaux de recherche au niveau scientifique, notamment en sciences humaines et sociales. On parle d'une épistémologie critique par rapport à d'autres épistémologies possibles. Donc, on l'a formalisé comme épistémologie critique, mais les approches critiques là sont pas réservées aux sciences humaines et sociales. En fait, on peut l'exercer, cette démarche critique, dans toutes les activités sociales, citoyennes, professionnelles du quotidien. Et dans ce cas-là, on ne parlera pas tant d'une épistémologie critique que d'une vigilance ou d'une compétence critique. Dans tous les cas, que ce soit une épistémologie, que ce soit une vigilance, une compétence, peu importe, un trait commun de cette démarche critique, c'est d'évaluer la réalité, donc de poser des jugements de fait en fonction de ce que cette réalité pourrait ou devrait être, donc en fonction de jugements de valeur. Alors, j'espère ne pas être très théorique ici, puis ça ne va pas être très long non plus. Mais si je donne un exemple, quand on veut évaluer la qualité d'un système scolaire, on va poser donc un jugement de fait sur ce système scolaire, okay? Mais on peut le faire en fonction des valeurs qu'on privilégie. Par exemple, on peut évaluer la qualité d'un système scolaire en fonction de la performance scolaire des élèves. C'est ce que fait par exemple les tests PISA.
Mais on peut aussi choisir d'autres finalités, d'autres valeurs en se disant, on peut aussi évaluer la qualité d'un système scolaire en fonction de l'état des inégalités scolaires, en fonction de la prise en charge des élèves à besoins particuliers, etc. Et dans ce cas-là, quand on prend par exemple l'état des inégalités scolaires comme finalement un critère d'évaluation de la qualité d'un système scolaire, on prend la valeur égalité scolaire et c'est à partir de cette valeur-là qu'on va poser un jugement sur la réalité, à savoir le système scolaire et sa qualité. Okay? Donc, quand je parle de jugement de fait et de jugement de valeur, je parle de ça, je parle d'une activité d'évaluation de la réalité à partir de certaines valeurs. Et donc, dans les approches critiques, on revendique finalement ces valeurs-là et on essaye de les expliciter, de les assumer, de les objectiver. Alors, pour procéder à cette évaluation de la réalité à partir de valeurs, il y a deux postulats qui sont sous-jacents et qu'on retrouve dans la démarche critique et qui sont importants. Puis là, on arrive au plus théorique et ensuite, c'est fini. Le premier postulat, c'est que les jugements de valeur sont impossibles à extraire ou à supprimer des activités sociales. Même quand on est formateur de futurs enseignants, on a des valeurs. On a des valeurs sur ce que c'est que l'éducation, ce que c'est qu'une bonne éducation, sur les mandats de l'éducation, sur ce que c'est qu'un bon enseignant, sur ce que c'est qu'un bon apprenant, etc. On a ces valeurs-là. Donc, toute activité, qu'elle soit citoyenne, professionnelle, scientifique, elle implique nécessairement des valeurs et ces valeurs-là vont orienter l'activité d'une personne, vont orienter ses perceptions, vont orienter ses actions. Et de ce point de vue-là, la démarche critique, disons, s'oppose à ce qu'on appelle une neutralité axiologique, à savoir que l'individu devrait suspendre son jugement, ses jugements de valeur, devrait suspendre ses valeurs pour être tout à fait objectif. La démarche critique ne prend pas ce pari-là. Au contraire, elle dit on est fait aussi de valeurs. On n'est pas qu'un cerveau rationnel sur pattes. Et dans ce cas-là, les valeurs jouent et on gagne justement à les interroger pour mieux les assumer. Et puis l'autre postulat d'une démarche critique, c'est que pour autant, toutes ces valeurs-là les valeurs sont impossibles à extraire ou à supprimer des activités sociales, soit, et pour autant, elles ne sont pas toutes pareilles, elles ne se valent pas toutes. Et de ce point de vue-là, le parti pris d'une démarche critique, c'est que des valeurs qui sont liées à l'émancipation individuelle et collective, à la justice sociale, on pourrait dire, sont plus légitimes et vertueuses que des valeurs qui ne s'y intéressent pas ou que des valeurs qui légitimeraient des formes de domination, de discrimination, d'oppression de certains groupes sociaux par d'autres. Okay? Et de ce point de vue-là, la démarche critique s'oppose à un espèce de relativisme moral qui voudrait que toutes les valeurs se valent parce qu'on est tous différents. Okay? La démarche critique dit, certes, on est tous différents, c'est correct, mais il y a des valeurs qui sont plus inclusives que d'autres et c'est elles qu'on devrait privilégier pour évaluer justement la réalité. D'accord? Donc, c'est un parti pris de la démarche critique. Et puis finalement, je termine avec cette présentation de quelques balises sur la démarche critique, avec l'idée que la finalité d'une démarche critique, ce n'est pas simplement d'évaluer la réalité, mais c'est bien de contribuer à la changer en fonction de l'évaluation de la réalité. Et contribuer à changer la société ou la réalité vers plus d'émancipation et vers moins de domination. Donc, il y a bien une dimension transformative des approches critiques. Les approches critiques ne font pas que critiquer dans ce sens-là, elles ont pour but vraiment d'apporter des changements, ou en tout cas de contribuer à apporter des changements. Puis j'espère que les exemples ensuite que je vais donner sur le numérique en éducation vont pouvoir, disons, rendre ça clair. Alors, j'en viens maintenant à un aperçu des approches critiques, cette fois-ci sur le cas qui nous intéresse plus spécifiquement, à savoir le numérique en éducation, en commençant par revenir sur le fait que dès lors qu'on pense numérique en éducation, il y a une question qui s'impose et qui est incontournable, à savoir quelle relation on pose entre le numérique et l'éducation, à savoir quelle relation entretiennent le numérique et l'éducation. Et il y a deux conceptions prédominantes qu'on retrouve généralement dans les discours et dans les travaux sur le numérique en éducation. Je les reprends de Warshauer de 98. Un premier lot de conception de la relation entre numérique et éducation, c'est ce qu'on appelle les conceptions qui sont davantage technocentrées. Et ces conceptions-là vont avoir tendance à se focaliser sur les effets du numérique, sur l'efficacité pédagogique ou sur l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage, souvent à la demande des décideurs politiques ou des administrateurs scolaires qui investissent dans le numérique et qui se disent qu'est-ce que ça donne finalement le numérique en éducation.
Alors, dans ces conceptions technocentrées, généralement, les technologies sont vues comme moteurs de changement éducatif possible, en tout cas, et on va justement s'intéresser à savoir comment elles apportent du changement, quel changement elles apportent, à quel degré, etc. Alors, poussé à l'extrême, on tombe finalement dans ces conceptions technocentrées, on tombe dans le mythe du progrès social ou du progrès éducatif par la technique. Hein. Le fait que la technique suit un mouvement de développement linéaire, elle est de plus en plus sophistiquée, de plus en plus optimisée, et que plus la technique se sophistique, plus elle apporte du progrès social, du progrès éducatif, et par là même, on a tendance à amalgamer innovation technique et innovation éducative, alors qu'en fait, les deux sont différentes. On peut très bien avoir une innovation éducative avec des technologies très peu sophistiquées, par exemple. Alors, la limite de ces conceptions technocentrées, c'est qu'elles ont tendance à négliger les nombreuses autres composantes éducatives qui influencent la situation pédagogique. Dès lors qu'on s'intéresse aux effets des technologies sur, mettons, l'enseignement ou sur l'apprentissage, on va avoir tendance à isoler ou à vouloir isoler l'effet des technologies. Or, les technologies sont enchâssées dans des politiques et des curriculums scolaires qui leur donnent une place plus ou moins importante, dans des enveloppes de financement qui permettent d'en avoir beaucoup ou pas dans les salles de classe, dans des milieux scolaires et des écoles qui vont être plus ou moins privilégiés, dans des enseignants qui vont avoir plus ou moins de compétences numériques, plus ou moins d'intérêt aussi à intégrer le numérique. Donc, l'effet technologie et apprentissage, par exemple, si on prend cet exemple-là, ben, il est enchâssé dans beaucoup de choses, de sorte que l'effet propre aux technologies est extrêmement difficile finalement à isoler. Donc, une première conception, disons, prédominante, c'est les conceptions qui sont technocentrées et qui posent donc davantage une relation d'effet des technologies sur l'éducation. La deuxième conception qui est prédominante, et puis ensuite je parlerai de la conception critique, la deuxième conception prédominante, c'est au contraire les conceptions qui sont anthropocentrées, dans lesquelles les technologies sont vues comme des outils qui sont prêts à servir finalement, prêts à servir les intentions diverses des acteurs scolaires. Alors, de ce point de vue-là, les technologies sont vues comme de la quincaillerie, et parce que c'est de la quincaillerie, ben, elles sont axiologiquement neutres, autrement dit, elles n'ont pas de valeur particulière, elles ne poursuivent pas des finalités particulières. Alors, la limite des conceptions anthropocentrées sont finalement celles inverses des conceptions technocentrées, c'est qu'elles négligent les représentations, les valeurs et les normes sociales que le numérique véhicule dans les situations pédagogiques dans lesquelles il est intégré. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le fait que le numérique véhicule des représentations, des valeurs et des normes sociales? C'est un point important. Alors, je prends une minute là pour l'expliquer en prenant un exemple qui n'est pas éducatif. En fait, qui n'a rien à voir avec l'éducation. Vous voyez ici un banc. Si vous êtes déjà allé à New York, sans doute que vous avez pris le métro. Puis dans le métro, vous avez sans doute vu ces bancs-là. Bon, mais ils sont vieux maintenant, donc ils ont tendance à être remplacés, mais ils existent encore. C'est les bancs new-yorkais. Alors, ces bancs-là, ben, de toute évidence, ils sont là pour permettre aux usagers du métro de New York de pouvoir s'asseoir, notamment parce que les temps de trajet sont longs, notamment parce qu'il y a des personnes âgées, notamment parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'asseoir. Donc, parfait, on prévoit des bancs pour que les usagers puissent s'asseoir en attendant que le train arrive. Jusque-là, pas de problème. Quand on les utilise, ces bancs-là, et j'ai eu l'occasion de l'utiliser, en fait, je l'utilise régulièrement, et qu'on essaye de s'accouder, donc de poser le coude sur les accoudoirs que vous voyez ici, on se rend compte qu'ils sont vraiment très bas, hein, notamment ceux du milieu, de sorte que quand on s'accoude, on est tout mal placé, on a le corps qui est penché pour pouvoir s'accouder, puis on se dit, les concepteurs ont vraiment mal fait leur travail, ils n'ont pas réussi à mettre l'accoudoir à la bonne hauteur, disons, pour une personne moyenne. La légende veut que, en fait c'est une légende qui est quand même documentée, mais veut que ces accoudoirs sont en fait pas tant des accoudoirs que des moyens d'empêcher les sans-abri de s'allonger sur les bancs. Okay? Et donc de faire en sorte que les sans-abri ne puissent pas utiliser les bancs de New York. Alors, dans un sens, là, New York n'est pas la seule ville à y avoir pensé. Maintenant, beaucoup de bancs, finalement, ont des accoudoirs au milieu. Et c'est effectivement pour éviter que des sans-abri s'allongent sur le banc, dorment et prennent la place des usagers. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans cet exemple-là du banc, qui est un exemple vraiment assez banal, merci,
on a des usagers qui ont été pensés par les concepteurs pour être inclus, à savoir les usagers qui prennent le métro et qui ont besoin de s'asseoir. Puis on a d'autres usagers auxquels les concepteurs ont pensé, mais cette fois-ci pour les exclure. Et c'est les personnes sans abri qui voudraient, disons, s'allonger au chaud, notamment l'hiver. Et donc, on a pensé à la fois à un banc qui serait inclusif de certains usagers, ceux qui prennent le transport, et puis qui serait exclusif, qui exclurait d'autres usagers, les sans-abri. Donc, on voit bien que ce banc-là, aussi simple soit-il, il est porteur, il véhicule certaines valeurs, certaines normes sociales, certaines représentations, à savoir que le banc n'est pas fait pour tout le monde. Dans le métro de New York, il est fait pour les usagers du métro, il n'est pas fait pour accueillir les sans-abri. Et c'est ça que je veux dire par le numérique, ou en tout cas l'objet technique en général, véhicule des normes, des représentations, des valeurs. Ce banc-là, il véhicule certaines normes sociales, certaines représentations, certaines valeurs. Et le numérique fait exactement la même chose. Lorsqu'il est conçu, il va être conçu à partir de représentations de valeurs, de normes sociales, qui vont ensuite être inscrites dans sa matérialité même, dans son mode de fonctionnement. Et en faisant, il va inclure certains usagers, il va en exclure d'autres. Alors, par rapport à ces conceptions technocentrées puis anthropocentrées, on a les conceptions critiques qui s'inscrivent un peu en opposition. D'une part, elles préconisent que le numérique est enchâssé puis il est indissociable des milieux et des acteurs qui les conçoivent et qui les utilisent ensuite, à l'inverse des conceptions technocentrées. D'autre part, le numérique est chargé de représentations, de valeurs, de normes qu'il contribue à véhiculer. On l'a vu avec l'exemple du banc. Et à l'inverse de ce que laissent penser les conceptions anthropocentrées. Donc finalement, les approches critiques du numérique en éducation vont dire que le numérique est un vecteur de pouvoir. Il incorpore les valeurs qui sont issues des milieux et des acteurs qui lui donnent forme, et puis il contribue ensuite à les véhiculer, ces valeurs-là. Et donc, le processus d'innovation numérique en éducation va faire intervenir des rapports de force, des rapports de pouvoir et des contre-pouvoirs entre différents groupes d'acteurs, que ce soit des groupes sociaux ou des groupes professionnels, autour de différentes alternatives possibles du numérique et des valeurs qu'elles incarnent. Alors, à partir de là, la question que ça pose, c'est quel groupe d'acteurs influe sur la conception et l'usage du numérique en éducation et à quelle fin, en fait, quelles valeurs est-ce qu'ils portent, ces acteurs-là? Alors, on peut se tourner vers les études du Social Shaping of Technology, du façonnage social de la technologie, et les appliquer au processus d'innovation numérique en éducation. Et la première chose qu'on note alors, c'est que de la conception jusqu'à l'usage du numérique en éducation, il y a un paquet d'acteurs qui interviennent. Il y a des acteurs, bien sûr, informatiques, des ingénieurs qui vont concevoir. Il y a des acteurs économiques, industriels. Il y a des acteurs politiques aussi, les décideurs politiques qui vont privilégier ou pas, ou investir ou pas dans la technologie. Il y a des acteurs exécutifs, avec notamment tous les acteurs de l'administration scolaire. Puis, il y a des acteurs scolaires, éducatifs, à savoir les enseignants, les apprenants, les parents d'élèves également, qui ont des avis sur le numérique en éducation. Puis, tous ces acteurs-là interviennent à différents moments, alors soit conjointement, soit à différents moments du processus de conception et d'usage des technologies. Ce qui est sûr, c'est que ces différents acteurs-là vont négocier, prioriser, hiérarchiser, pondérer des intérêts, des finalités, des valeurs et des représentations diverses et qui ne sont pas que pédagogiques. Par exemple, il peut y avoir des finalités pédagogiques à l'utilisation du numérique en éducation, des finalités économiques, je veux dire. Pour une entreprise, on peut vouloir vendre un service à l'éducation pour faire du profit, on peut vouloir intégrer le numérique en éducation pour réduire des coûts, pour donner l'image de modernisation et d'innovation scolaire, pour se distinguer des autres écoles qui sont sur le marché scolaire, comme c'est le cas par exemple au Québec. On peut intégrer le numérique aussi pour des finalités politiques, notamment pour témoigner de son investissement en éducation, pour qu'un Premier ministre puisse dire « oui, j'ai investi en éducation ». On peut intégrer le numérique pour des finalités davantage gestionnaires, c'est-à-dire par exemple pour standardiser les contenus pédagogiques, pour atteindre des cibles, pour imputabiliser les acteurs éducatifs. On peut poursuivre des finalités techniques, par exemple assurer la sécurité informatique, et on peut aussi intégrer le numérique pour des finalités pédagogiques, par exemple pour soutenir les pratiques et les processus d'enseignement et d'apprentissage. Alors, quand on voit tous ces acteurs qui interviennent de la conception jusqu'à l'usage des technologies en éducation,
quand on voit aussi la diversité des finalités qu'ils poursuivent, ben, on note un paradoxe, à savoir que les finalités pédagogiques sont censées être les finalités ultimes de l'innovation du numérique en éducation, que c'est bien les acteurs scolaires, notamment les enseignants, qui sont les plus à même de les porter, de les assurer, de les garantir, ces finalités pédagogiques, puisque c'est eux les experts pédagogiques, mais que ces acteurs scolaires-là interviennent relativement tardivement dans le processus d'innovation. Généralement, ils interviennent plutôt vers la fin, en fait, plutôt vers l'usage, et ils ont un faible rapport de force pour orienter l'innovation vers le primat pédagogique qui les intéresse. Donc, en salle de classe, il est assez fréquent finalement que nos acteurs scolaires, les enseignants, se retrouvent à devoir trouver du sens pédagogique à du numérique qui n'a pas forcément ce sens-là seulement ou pas premièrement du sens pédagogique. Okay? Donc, ils se retrouvent à devoir donner du sens pédagogique à des prescriptions qui ne sont pas seulement pédagogiques, voire qui ne sont pas premièrement pédagogiques. Okay? Et donc, ils se retrouvent à trouver du sens après coup, du sens pédagogique à un outil numérique qui a aussi d'autres sens, voire d'abord d'autres sens que du sens pédagogique. Et j'aimerais finalement essayer de donner un peu de chair là à ce constat-là et aux approches du numérique, critiques du numérique en éducation, en prenant un exemple, comme je le disais en introduction, celui du développement d'un algorithme de prédiction du risque de décrochage scolaire. Et puis j'aimerais montrer justement que les approches critiques permettent d'envisager certains enjeux et par là même ont pour but de les anticiper, de les réduire de manière à ce qu'ils ne surviennent pas lorsque l'algorithme est en utilisation, en usage. Alors, j'ai pas fait d'études empiriques sur cet algorithme de prédiction du risque de décrochage scolaire. Il est en cours de développement présentement, donc il n'est pas encore en usage dans tous les centres de services scolaires du Québec. Et pourtant, il y a déjà certains enjeux qu'on peut anticiper à partir de la littérature scientifique qui existe. Et donc, c'est à travers ces enjeux-là que je voudrais passer. L'idée, c'est de montrer que, dans une perspective disons technocentré, on se dira on a là un bel outil qui va pouvoir changer l'éducation en réduisant le risque de décrochage scolaire. Dans les conceptions anthropocentrées, on se dirait davantage on a un outil ici qui est à disposition et qu'on va pouvoir utiliser pour réduire le décrochage scolaire. Dans les deux cas, c'est bien sûr tout à fait correct, mais dans la conception critique qui nous intéresse, on va se dire on a un algorithme de prédiction qui peut éventuellement apporter à l'éducation, mais sous certaines conditions. Quelles sont-elles? D'accord? Est-ce que cet algorithme-là, et de quelle manière, à quelles conditions, il va pouvoir effectivement réduire le risque de décrochage scolaire? Et c'est dans cette attitude, si on veut, qu'on va aborder cet algorithme. Alors, cet algorithme n'intervient pas par hasard dans le contexte québécois. En fait, le ministère de l'Éducation a lancé un plan de valorisation des données du réseau de l'éducation, ce qu'il appelle l'intelligence numérique en éducation. Et dans ce plan-là, dans cette enveloppe budgétaire, en fait, il prévoit notamment le développement d'un algorithme qui permet donc de prédire les risques de décrochage scolaire des élèves en se basant sur les techniques computationnelles de l'intelligence artificielle. Alors, quand on regarde cet algorithme-là qui est en cours de développement, on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui contribuent à le développer. Il y a un acteur politique principal qui est le ministère de l'Éducation et qui a donné le financement pour développer cet algorithme-là. Il y a un acteur il y a d'abord deux acteurs en sciences informatiques de l'intelligence artificielle qui s'appellent Mila et Ivado. C'est vraiment des centres spécialisés, des centres de recherche spécialisés sur l'intelligence artificielle. On a aussi un acteur informatique qui est le fournisseur de solutions technologiques au système scolaire québécois qui s'appelle la GRIX et qui, lui, est censé l'implanter dans le système scolaire. On a des acteurs en sciences humaines et sociales de l'intelligence artificielle, notamment Obvia, qui est un observatoire en sciences humaines et sociales sur l'intelligence artificielle et qui, lui, a un de ses axes qui s'appelle éducation et capacitation, donc qui a une expertise en sciences de l'éducation, disons, pour l'intelligence artificielle en sciences de l'éducation. Et puis, on a des acteurs administratifs, les centres de services scolaires, qui ne sont pas officiellement partenaires de ce projet-là, mais qui, par contre, pour certains d'entre eux, sont très dynamiques, très preneurs de cet algorithme et même sont un peu pionniers dans le développement de cet algorithme-là.
Alors, ce qu'on voit à la liste de ces acteurs-là, c'est qu'on a effectivement beaucoup d'acteurs, qu'on a une prépondérance d'acteurs informatiques notamment, et qu'on a une certaine sous-représentation de la dimension pédagogique, a priori, ou de la dimension éducative, qui est assez peu présentée. Pour autant, cet algorithme-là et le fait de vouloir développer cet algorithme-là reste louable. La finalité qui est poursuivie par l'algorithme, c'est de diminuer le décrochage scolaire et tout le monde s'entend autour de la table pour dire que c'est une bonne chose. Au-delà de dire, bien sûr, que tous les élèves n'ont pas vocation éventuellement à être diplômés et puis à faire des études universitaires longues, etc., reste que chaque décrochage scolaire qu'on arrive à prévenir, c'est quand même une bonne chose. Donc, la finalité est louable. Là où surgissent des enjeux possibles et là où une analyse critique devient intéressante, c'est sur le plan de la mise en œuvre de cet algorithme-là, tant au niveau de la conception que des usages. Et donc, pour les quelques diapositives qui suivent, ce que j'aimerais, c'est passer à travers différents enjeux qui sont relatifs à la conception de cet algorithme et d'autres qui sont relatifs à l'usage de cet algorithme. Et comme je vous le disais, je n'ai pas fait une recherche empirique sur cet algorithme-là, je me suis davantage basé sur la littérature scientifique qui existe pour pouvoir anticiper les enjeux possibles, d'accord? En se disant, il y a des enjeux qui sont possibles, est-ce qu'on peut les anticiper en même temps qu'on développe cet algorithme et qu'on l'implante dans les milieux scolaires? Alors, quelques enjeux de conception. D'abord, de cet algorithme, celui de la disponibilité des données. Un algorithme représente une automatisation de la collecte et du traitement de données qui sont quantifiées. Et donc, ça pose immédiatement la question de savoir quelles données sont disponibles pour quantifier la prédiction du risque de décrochage scolaire. Est-ce que les données sont disponibles en premier lieu? Alors, le ministère a certains indicateurs qui existe déjà, dont un indicateur qui s'appelle taux de décrochage. Donc, on pourrait se dire, c'est parfait, cet indicateur-là qui représente des données quantifiées qui vont pouvoir être utilisées par l'algorithme. Sauf que cet indicateur est défini comme suit. Cette statistique mesure aussi exactement que possible la proportion de décrocheurs à un âge donné, à savoir la proportion par rapport à la population totale des personnes qui ne sont ni diplômées du secondaire ni présentes dans le système scolaire. C'est comme ça qu'est défini cet indicateur et donc on comprend que cet indicateur qui s'appelle taux de décrochage va inclure les décrocheurs qui ont perdu le goût pour l'école, qui sont ceux qu'on essaye de prévenir, mais aussi des décrocheurs qui n'ont rien à voir avec une démotivation scolaire, à savoir des élèves qui ont déménagé hors du Québec, et dont on a perdu trace, des élèves qui sont en maladie longue durée notamment, des élèves qui sont en cas de mortalité, qui ont décédé. Tout, avec la définition de cet indicateur, toutes ces cas de figure-là rentrent dans le taux de décrochage. Or, il n'y en a qu'un là-dedans qui nous intéresse, c'est celui des décrocheurs qui ont perdu la motivation. Donc, pour que cet indicateur soit utilisable dans l'algorithme, on a besoin finalement de données complémentaires et notamment d'ajouter les motifs de décrochage. Dès lors qu'un élève décroche, pour quelles raisons il décroche? Et là, le problème auquel on est confronté, c'est le manque d'uniformité des données entre les centres de services scolaires. Certains centres de services scolaires vont avoir par exemple 8 motifs de décrochage, d'autres éventuellement 4, etc., dépendamment de leur réalité. Par exemple, à Montréal, on a une forte représentation de la diversité ethnoculturelle. Alors, c'est sûr qu'il y a des allées et venues migratoires qui sont relativement fréquents par rapport à d'autres régions du Québec, dans lesquelles il y a une moins grande représentation de la diversité ethnoculturelle et donc moins d'allées et venues migratoires. L'autre point, c'est que on a besoin donc d'uniformiser les motifs, par exemple, de décrochage, et puis ensuite de les standardiser. Et ça demande un travail de concertation exigeant pour pouvoir établir des conventions en se disant, maintenant, quand on a un décrochage scolaire, on va l'analyser à partir de tel et tel motif de décrochage. Donc, ça demande un travail de concertation qui est exigeant. Autre enjeu que soulève cet algorithme-là, au niveau de la conception, c'est quelles sont les correspondances entre les données qui sont disponibles et les facteurs explicatifs du décrochage. Alors, je m'explique et je m'explique ici. Il y a toute une littérature scientifique qui existe sur les facteurs de réussite, de persévérance et de décrochage scolaire, que ce soit au niveau de la scolarité obligatoire, le primaire et surtout le secondaire, mais aussi au niveau, par exemple, universitaire.
Alors, la question que ça pose, c'est est-ce que les modèles prédictifs, l'algorithme généré à partir des données disponibles est convergent, rentre en adéquation avec les modèles scientifiques existants? Par exemple, pour le décrochage des étudiants universitaires, on sait que la situation financière ou la conciliation famille, travail, études sont des facteurs importants de décrochage, en toute logique. Mais si ces facteurs-là sont absents des données disponibles, soit parce qu'ils sont inexistants, soit parce qu'ils sont sensibles et que les institutions ne peuvent pas les partager, si ces facteurs-là sont absents, on a un écart analytique entre les modèles explicatifs du décrochage, les modèles scientifiques, ce qu'on connaît du décrochage étudiant, et les modèles prédictifs développés sur la base des données disponibles. Et donc, dans ce cas-là, la question que ça pose, c'est, mais alors les modèles prédictifs, ils prédisent quoi finalement s'ils ne sont pas en lien avec les modèles explicatifs existants? D'accord? Donc, il y a ici un enjeu effectivement qui se pose de l'adéquation entre les modèles prédictifs et leur adéquation donc, au modèle explicatif existant. Un autre enjeu de nouveau, c'est celui de la temporalité des données, à savoir quand est-ce que les données disponibles sont disponibles. Les systèmes prédictifs apportent un soutien à l'intervention par anticipation. On essaye d'anticiper quelque chose qui n'est pas encore là, par définition, puisqu'on est prédictif. Donc, il nécessite une disponibilité la plus instantanée et la plus actualisée possible des données. Alors, il y a des données dans ce sens-là qui sont caduques. Par exemple, les données sur la non-réinscription des étudiants à l'année scolaire suivante, elles sont plus utiles parce que si l'élève ne s'est pas réinscrit l'année scolaire suivante, c'est parce qu'il a déjà décroché. Okay? Donc ça, c'est le type de données, par exemple, qui n'arrive pas à temps et donc qui ne peut pas être utilisé dans un modèle de prédiction. Alors, l'effet pervers de cette temporalité des données, c'est qu'elle pousse les milieux scolaires à augmenter la fréquence de la collecte de données tout au long de l'année pour avoir des données le plus à jour possible et ça crée une charge administrative supplémentaire pour les écoles parce qu'il faut finalement que les données soient toujours le plus à jour possible pour que la prédiction soit la plus effective possible. Et puis finalement, il y a des enjeux d'impartialité des données. On a beaucoup parlé du biais ou des biais possibles de l'intelligence artificielle. Et effectivement, il y a des biais qui peuvent mener à la discrimination, la stigmatisation de groupes scolaires qui sont déjà discriminés ou stigmatisés. Ces biais possibles interviennent généralement lorsque les données socio-éducatives sont prises en compte. Ce que j'entends par données socio-éducatives, c'est des données sociodémographiques, des données socio-économiques, des données même géographiques, par exemple le code postal. Alors, pour limiter ou en tout cas pour mesurer ces biais-là dans les systèmes d'intelligence artificielle, il y a des mesures d'impartialité qui ont été développées. À Broca, c'est généralement la plus connue. Elle s'applique majoritairement entre groupes d'élèves, mais elle ne s'applique pas entre les élèves au sein d'un groupe. Et par là même, le risque, c'est de noyer les parcours individuels des élèves dans des tendances de groupe. Par exemple, un élève qui performe bien dans un groupe qui performe moins bien que la moyenne va avoir tendance à être vu comme plus à risque de décrochage scolaire puisqu'il est dans un groupe qui performe moins alors que lui n'a aucun risque de décrochage scolaire, il performe bien. Et donc, on n'est pas loin ici d'un espèce de déterminisme social qui, si on veut caricaturer, consisterait à dire donne-moi ton code postal puis je vais te dire si tu vas décrocher ou pas. Okay? Dans les faits, les trajectoires individuelles, heureusement, sont plus diversifiées que ça. Et puis, à ces enjeux de conception s'ajoutent des enjeux d'usage. Alors, les enjeux d'usage se posent au niveau de la mobilisation des données par les acteurs scolaires. Alors, la première question, c'est comment interpréter les résultats de ces systèmes prédictifs. Souvent, les systèmes prédictifs ne vont pas dire l'élève est à risque de décrochage ou il n'est pas à risque de décrochage. Ils vont dire l'élève est à faible risque de décrochage, à risque moyen de décrochage ou bien à risque élevé de décrochage. Mais ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre le risque moyen et le risque élevé de décrochage? Un risque élevé de décrochage, et c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que l'élève décroche demain là ou dans quelle temporalité, etc. Donc, il faut former finalement le personnel scolaire à l'interprétation des résultats. Avoir les résultats, c'est une chose. Savoir bien les comprendre, c'est une autre chose. Et là, il y a des enjeux d'interprétation qui sont importants, notamment quand on développe ces algorithmes-là à l'échelle d'un système scolaire. Et puis ensuite, une fois qu'on sait interpréter ces résultats, se pose la question de savoir comment on intervient à partir de ces interprétations-là.
Et là-dessus, c'est sûr que les motifs de décrochage scolaire varient d'un élève à un autre. En fait, chaque décrochage est vraiment singulier à chaque élève, à ses conditions, à son contexte particulier. Et donc, ça demande généralement des interventions elles-mêmes personnalisées. Si on intervient de manière standardisée auprès des élèves à risque de décrochage scolaire, on ne va pas aller toucher la cause de leur risque spécifique, disons, de leur risque de décrochage scolaire, parce que ces causes-là varient d'un élève à un autre. Alors, il faut pouvoir donc différencier et par là même intervenir de manière singulière auprès de chaque élève. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Quels sont les motifs ou les profils de décrochage suffisamment généraux pour standardiser des interventions, mais en même temps suffisamment spécifiques pour vraiment aborder les causes de décrochage qui sont en jeu? Et puis, dans l'intervention, on se pose la question, par exemple, mais une question parmi d'autres, des parents. Quand est-ce qu'on embarque les parents à partir du moment où on intervient auprès des élèves? Est-ce qu'on peut vraiment ne pas prévenir les parents sur quelque chose d'aussi sensible et d'aussi important que le décrochage scolaire ou que le risque possible de décrochage scolaire? Et puis, comment est-ce qu'on leur explique et qu'on gère leur propre interprétation de notre intervention à risque de décrochage scolaire? Okay. J'ai bientôt fini donc sur la part des enjeux, puis je vois que le temps file aussi. Il y a des enjeux de stigmatisation de certains groupes d'élèves qui se posent aussi avec les algorithmes de risque de décrochage, de prédiction du risque de décrochage scolaire. En termes de système prédictif, on est souvent confronté à des faux positifs. On peut jamais les réduire à zéro, donc il y en aura toujours. Les faux positifs, c'est lorsqu'un élève est considéré à risque de décrochage scolaire alors qu'en fait, il ne l'est pas. Alors là-dessus, il y a différentes positions. Certains administrateurs scolaires peuvent dire, par exemple, moi, les faux positifs ne me dérangent pas dans la mesure où si un élève est flagué comme étant à risque de décrochage, pas de problème, on va intervenir et on va voir qu'il n'est pas à risque de décrochage, puis c'est tout, ça s'arrête là. En fait, mieux vaut de toute façon intervenir et puis voir qu'il n'est pas à risque de décrochage que l'inverse. Donc, les faux positifs, finalement, sont déproblématisés, si on veut. Par contre, dès lors que les faux positifs sont plus nombreux dans les milieux scolaires défavorisés, là, ça veut dire qu'on est en présence de biais, d'accord? Parce que les faux positifs ne sont pas distribués de manière aléatoire parmi les élèves et les groupes d'élèves, ok? Or, les faux positifs peuvent avoir une influence insidieuse sur la perception des acteurs scolaires. Par exemple, si un enseignant décide de regarder qui est à risque de décrochage scolaire avant même de rencontrer ses élèves le premier jour de l'école, il a déjà une représentation de certains de ses élèves qui sont a priori à risque de décrochage scolaire et c'est pas bénin, d'accord? C'est pas anodin. Ça peut aussi créer le faux positif une anxiété inutile chez les élèves et chez leurs parents parce que finalement, ça suscite de l'anxiété là où elle n'a pas lieu d'être. Donc, finalement, ces faux positifs ne sont pas à banaliser. Autrement dit, l'intervention auprès des élèves est bénéfique quand elle est nécessaire, quand il y a vraiment un risque de décrochage. En revanche, quand elle n'est pas nécessaire, elle peut être dommageable pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents également. Et puis finalement, il y a l'enjeu du respect des expertises professionnelles qui sont en présence. Les systèmes prédictifs sont supposés être objectifs et souvent les administrateurs scolaires, les décideurs politiques aussi ont tendance à les opposer à la subjectivité des enseignants qui, eux, auraient certains préjugés, auraient une certaine connivence avec leurs élèves et donc ne seraient pas en mesure d'avoir un portrait juste de quels sont leurs élèves qui sont à risque de décrochage. Donc, on voit qu'il y a une certaine distribution des rôles entre le système prédictif, les administrateurs, les enseignants. Et là-dedans se pose la question de savoir qui est informateur du risque de décrochage, qui est décisionnaire et qui est exécutant. Et souvent, avec les systèmes prédictifs, le risque, c'est de ne plus considérer le jugement des enseignants vis-à-vis du risque de décrochage de leurs élèves, qu'ils connaissent pourtant bien, et d'en faire des simples exécutants des interventions par rapport à des décisions et des informations qui auraient été pris ailleurs. Or, quand on présente les algorithmes de prédiction du risque de décrochage scolaire aux enseignants, une de leurs réactions qui est assez commune, c'est de dire « mais
finalement, je veux dire, prédire le risque de décrochage scolaire. Moi, je suis capable de le faire en tant qu'enseignant après 3 semaines avec mes élèves. Je vois déjà quels sont les élèves qui sont plus à risque de décrochage, quels sont ceux qui le sont moins ou quels sont ceux qui vont pas décrocher, notamment avec l'expérience. Donc, les besoins des enseignants, c'est pas tant en termes de détection du risque de décrochage scolaire, c'est plutôt en termes de ressources pour intervenir, les ressources temporelles, les ressources matérielles, les ressources humaines qui sont nécessaires pour qu'ils puissent intervenir. Donc, si on leur dit tel élève est à risque de décrochage scolaire, mais qu'on ne leur donne pas plus de moyens pour pouvoir intervenir, finalement, les enseignants disent j'en ai pas besoin de ton algorithme. Moi, ce que j'ai besoin, c'est davantage de ressources pour l'intervention. Et puis finalement, donc là, bien sûr, on tombe dans des questions là, de respect, donc de l'expérience et du jugement professionnel des enseignants. Et puis, un dernier enjeu possible, c'est l'enjeu du détournement possible des finalités initiales des systèmes prédictifs. Les systèmes prédictifs sont pensés pour prédire le décrochage scolaire, mais quoi si tout d'un coup un décideur politique a la brillante idée de s'en servir pour classer les écoles selon leur performance, avec des élèves qui décrochent moins, mais c'est des écoles plus performantes. Quoi si on l'utilise pour évaluer la performance des enseignants aussi, en se disant un enseignant qui a moins de décrochage scolaire, c'est un enseignant qui a priori est mieux, est meilleur et de meilleure qualité, a des interventions pédagogiques de meilleure qualité, etc. etc. Alors, cet exemple-là sur les algorithmes de prédiction visait à montrer que finalement, une démarche critique, ici, peut être utilisée pour anticiper certains enjeux. L'idée n'étant pas de dire ou d'aboutir au fait que les algorithmes sont dangereux, donc ils ne devraient pas être utilisés. La finalité est louable à certaines conditions. Et c'est là que la démarche critique peut être intéressante parce qu'elle vise à anticiper ces enjeux-là et à pouvoir les inclure dès le processus de conception et jusqu'à l'implantation et l'usage des algorithmes de prédiction. Alors, pour ne pas conclure sur les approches critiques du numérique en éducation, on retiendra avec l'exemple qu'on a donné notamment que le numérique en éducation est ambivalent. Autrement dit, il n'est pas nécessairement porteur de progrès systématiquement ou d'amélioration éducative et en même temps, il n'est pas neutre, d'accord? Il n'est pas anodin. Il est vecteur de domination comme d'émancipation. Il est vecteur de pouvoir, donc il peut être utilisé pour maintenir, atténuer, amplifier des tendances de domination et d'émancipation. Alors, les approches critiques permettent de recontextualiser le numérique en éducation, d'une part de la conception jusqu'aux usages et d'autre part des usages scolaires jusqu'aux usages extrascolaires et par là même, elle permet de mettre en lumière des enjeux qui sont généralement pas immédiatement observables disons, dans les situations pédagogiques, mais qui pèsent sur la qualité d'intégration du numérique en éducation et sur la qualité du système scolaire en général. Ultimement, ces approches-là ont pour but d'orienter l'intégration du numérique en veillant à ce qu'il serve l'émancipation des acteurs scolaires et en évitant certains risques que le numérique pose. Et puis finalement, pour finir sur une note optimiste, je vous ai parlé tout à l'heure du ban du métro new-yorkais là, qui excluait les sans-abri. Pour montrer toute l'ambivalence finalement du numérique, je reprends un exemple de ban, mais qui cette fois-ci, au contraire, est inclusif des sans-abri. C'est un banc qui est développé, qu'on peut déplier pour s'abriter de la pluie, notamment donc, pour les personnes sans-abri. Donc, on voit bien finalement que le numérique peut être ambivalent et qui peut servir des logiques d'inclusion, des logiques d'exclusion, des logiques de domination, des logiques d'émancipation, d'où l'idée de discuter de ces enjeux-là que pose le numérique pour s'assurer qu'on en tire le meilleur parti possible pour le bien commun. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis j'accueille vos questions avec beaucoup d'intérêt. Merci. Je ne sais pas s'il y a des... Donc, j'ai repris le micro sans haut-parleur, c'est normal. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être d'abord ici dans la salle. Et dans le chat, en fait, vous pouvez peut-être déjà en poser. On les prendra. Non, pas de questions ici. Est-ce que dans le chat ou à distance, vous avez des questions? Non.
Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Attends, je te passe le... C'est vraiment fort important d'avoir rappelé la question de l'émancipation des différents acteurs scolaires, c'est-à-dire vous, nous, vos étudiants, parce qu'on s'est posé aussi ce type de questions aussi, en se disant mais comment former, faut-il former, à quoi former, quelles sont les valeurs. On a aussi appris que même quand on alimentait par exemple les intelligences artificielles, c'était aussi, fallait pas leur apprendre n'importe quoi, et donc faut penser aussi aux valeurs qu'on veut transmettre, si on veut qu'elles-mêmes se retransmettent. Ça, c'est une façon aussi, c'est un petit lien avec ce qui a été dit ce matin, mais il y a aussi toute cette question de quand on implémente, quand on veut intégrer les usages du numérique dans les pratiques pédagogiques, on n'est pas les seuls avec sa classe. Certains ont posé aussi la question du volet institutionnel par rapport à une politique, des directives, on n'a pas dit nécessairement ce mot-là, mais par rapport à l'utilisation, quoi faire avec l'intelligence artificielle dans le cadre de ces institutions. Est-ce qu'il y aura qui sera responsable? L'ARES au niveau supérieur, est-ce que ce sera dans sa haute école? Tout ça, il y a ces soucis-là. Donc, ce côté systémique est super, super important. Et aussi, bien se rappeler des valeurs du jeu dans lequel on joue, quoi, parce que c'est ça. Et aussi, s'approprier aussi ces technologies pour savoir ce qu'il en est. Mais ici, dans ce qui est assez interpellant aussi dans la présentation, en parlant du système de prédiction du décrochage scolaire, il y a le volet, je sais qu'il y a des personnes dans la salle ici qui s'intéressent au décrochage scolaire, qui ont des modèles de décrochage scolaire. Je me dis, certaines variables ne sont pas les mêmes. C'est interpellant aussi par rapport à ces modèles-là. Et puis aussi, tout ce qu'on peut faire comme déviation par rapport à ce qu'on retire de certaines études issues. L'effet de prédiction, parfois, peut être positif si on donne des outils, si on est attentif au fait de pouvoir réagir. Mais sinon, ça peut être aussi... le but, c'est de faire mentir la prédiction. Ce n'est pas de dire, oui, celui-là, de toute façon, il est classé, ça n'ira pas, quoi. Donc, d'où le besoin qui a été ressenti aussi par les enseignants de dire, donnez-nous aussi des outils. La question, l'outil vraiment au service de ce type de but, de finalité ou pas, c'est toujours des questions à se reposer. Je sais bien que je ne pose pas de questions à Simon pour le moment, mais si ça permet maintenant à d'autres personnes d'en poser une, d'avoir eu le temps de réfléchir. Il y en a d'autres. Simon, je ne sais pas si tu as une réaction à faire, sinon on a 2 mains levées et une question dans le chat. Mais je ne sais pas si tu veux réagir peut-être à ce qui a été dit d'abord, Simon. Non, j'ai beaucoup aimé assister finalement au lien avec ce qui a déjà été discuté en matinée. Alors, je suis content là, de voir que finalement la présentation fait écho à des préoccupations qui sont en cours. Ça résonne. Ok. Est-ce que tu peux couper ton partage? Comme ça, on te verra bien pour quand tu... Oui, bien sûr. Et alors, j'ai vu, il y avait des mains levées, notamment Dominique Verpoorten, qui était notre conférencier du matin. Donc, Dominique. Oui, bonjour et un grand merci pour la présentation. J'ai deux questions ou commentaires. J'ai bien aimé la façon dont vous avez présenté ces learning analytics finalement, ces systèmes prédictifs de l'échec, basés un peu sur des critères ou parfois sur des traces. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'un prof sait globalement, même s'il peut se tromper, aussi. Quels sont les élèves qui sont sur la bonne voie aussi. Mais personnellement, je trouve que ces systèmes prédictifs sont plus intéressants pour les étudiants eux-mêmes. Je trouve que recevoir un feedback par rapport à une cohorte, dire, voilà, on a quand même observé que les étudiants qui étaient sur la bonne voie, disons, ils faisaient un peu plus d'exercices, par exemple. Je trouve que dans une première année, c'est quand même assez convaincant pour apprendre le métier d'étudiant. Alors bien entendu, je pense qu'on peut appliquer le paradigme critique là-dessus. Par exemple, quand je recommande ça, je suis bien d'accord que j'embrasse un discours très contemporain qui reporte la responsabilité de la réussite beaucoup sur l'étudiant, par exemple, ce qui est discutable.
Mais enfin voilà, je voulais réagir à ça. Vous avez pris la perspective de l'enseignant et je pense en effet que les enseignants vont dire, moi je n'en ai pas grand-chose à faire de tes prédictions parce que je sais et donnez-moi des éléments de régulation. Mais par contre, pour les étudiants, je trouve ces systèmes prédictifs, je leur trouve plus de valeur. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour votre intervention. Puis je suis en fait d'accord avec vous dans la mesure où il me semble que les enseignants disent on n'a pas besoin du système prédictif ou on n'a pas nécessairement besoin. Reste que de documenter une situation plus que moins. Oui. Donc finalement d'appuyer ou pas leur perception, c'est toujours mieux que d'avoir moins d'informations sur cette situation-là où ça peut permettre d'avoir un autre angle pour confirmer ou nuancer ou autre son jugement professionnel. Alors, dans ce sens-là, effectivement, je pense que le système prédictif peut être intéressant, ne serait-ce que parce qu'il documente. Absolument. Oui, je suis vraiment 100% d'accord. On a quand même des décisions, à mon avis, plus informées que dans le passé, par exemple, quand on voit les traces de certains étudiants. Et donc, oui, et moi, j'ai l'expérience des conseils de classe en secondaire. Très souvent, dans les conseils de classe en secondaire, on essaye de prendre un maximum d'informations avant de prendre la décision, que ce soit des informations personnelles sur la situation familiale, les événements, etc., que aussi des bilans, le fait qu'il a rendu ses travaux. Donc moi, je trouve quand même que là, il y a quelque chose de nouveau et avec quand même une valeur élevée. Voilà, si on met bien en évidence qu'on n'est pas dans des déterminismes, justement. L'autre point, oui, c'est ça. Je vais simplement ajouter, excusez-moi. Non, allez-y. J'allais simplement ajouter que la documentation, c'est ça, est fort intéressante dans ce sens-là, tant justement qu'elle ne devient pas ou qu'elle n'a pas statut de décisionnaire en provenance de l'algorithme, j'entends. Alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est tout bénéfice pour l'enseignant. Il a plus de documentation que moi, puis une certaine marge de discrétion dans la manière dont il l'utilise, mais ça peut être intéressant. Puis, vis-à-vis des élèves également, vous disiez, ça peut être intéressant pour les élèves, absolument. Il y a quand même des informations à fort enjeu, disons, qui des fois peuvent être mal compris par l'apprenant, d'où l'idée de bien l'accompagner, notamment quand on parle de décrochage ou de risque de décrochage, ça peut paraître gros. Par contre, si on parle de rétroaction sur effectivement davantage des pratiques d'études, effectivement, les élèves qui performent mieux font plus d'exercices, toi tu te situes là, ça, il n'y a pas un fort enjeu là-dessus et ça peut effectivement être intéressant pour l'élève de le savoir. Ou globalement, même sans hiérarchiser les élèves, de se dire, finalement, on se rend compte que les élèves qui réussissent bien sont des élèves qui font telle ou telle pratique. Et pour les élèves, ça peut être bon de le savoir. Là encore, la documentation peut qu'aider a priori. Tout à fait. L'autre petit point, j'ai vraiment apprécié votre synoptique des approches, les anthropocentrées, technocentrées, critiques. Dans les anthropocentrées, je me demande s'il n'y a pas aussi un autre type d'étude qui fait partie de ces approches anthropologiques et qui montre, ça a été bien documenté, que les technologies ne sont pas neutres, aussi parce qu'elles transforment la manière dont l'esprit fonctionne. Et ce sont toutes les études, par exemple, sur comment fonctionnait l'esprit dans les sociétés orales, qu'a amené l'écrit dans la façon, cette linéarité qui a été cognitive, qui a été amenée, et puis le retour à certains éléments des sociétés orales via le multimédia, en fait. Et je me demande si ce n'est pas aussi un élément qui pourrait, qui contre un petit peu ce qu'on a souvent chez les enseignants, c'est-à-dire, c'est ce que vous appelez la quincaillerie. Les outils sont neutres. Finalement, ça dépend de ce qu'on en fait. On peut en faire de bons usages. Non, les outils ne sont pas neutres et fondamentalement, ils ne sont pas neutres aussi parce qu'ils promeuvent certaines façons de penser aussi. Voilà. Merci. Oui, tout à fait. Non, votre remarque est excellente parce que je l'avais en tête en faisant la typologie. Je me suis basé sur Warshauer, qui s'est lui-même basé sur Feinberg, qui fait cette typologie-là. Mais il y a effectivement des approches qui sont ni technocentrées ni anthropocentrées parce qu'elles sont les deux. Elles reconnaissent la part d'influence des technologies sur l'homme, de l'homme sur les technologies. Et par là même, moi, je les classerais dans des approches sociotechniques, si je fais référence à certaines approches. Mais par contre, elles sont peu utilisées dans le numérique en éducation. C'est pour ça que je les ai pas nommées ici. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ça manque, en fait, il y a plus que
ces trois conceptions-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, il y avait une question dans le chat avant de donner la parole à Valérie, qui était comment entraîner les étudiants à une démarche critique vis-à-vis du numérique, sur quels critères se baser. Donc, quelque part, si je me permets de reformuler la question, comment est-ce qu'on applique les principes qui sont là à nos salles de formation, quoi? Parfait, c'est une excellente question et on a quand même des prises là-dessus. Alors, c'est une bonne nouvelle. On est capable, disons, de développer une vigilance critique chez nos élèves. C'est pas facile d'abord, hein, ça prend du temps. Ça prend aussi du temps d'éducation au numérique qui est difficile généralement à placer dans le curriculum parce que s'il n'y a pas une discipline consacrée à la culture numérique ou à la littératie numérique, ben, c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Donc, ça va varier d'un enseignant à un autre qui, par ailleurs, est pacté, un curriculum déjà pacté au niveau disciplinaire, enseignement du français, des mathématiques, etc. Donc, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais il y a quand même des voies possibles pour une éducation critique au numérique, si on veut. Et cette éducation critique au numérique, à mon sens, mais c'est tout personnel, puis il pourrait y avoir des réponses tout à fait complémentaires là-dessus. Une éducation critique au numérique vise à former d'une part globalement au fonctionnement technique du numérique, de l'intelligence artificielle, etc., pas de problème à son fonctionnement, mais ce n'est pas suffisant pour pour entrer dans une démarche critique ou une vision critique du numérique. Elle devrait aussi avoir une formation aux usages méthodologiques du numérique, comment faire une recherche documentaire, quelles sont les procédures ou les étapes à travers lesquelles on passe, etc. Très bien, mais ça encore, ce n'est pas suffisant pour moi pour développer une éducation critique au numérique. Ce qui permet de développer une éducation critique au numérique, c'est au-dessus de ça, c'est-à-dire au-dessus du fonctionnement technique, au-dessus de la formation aux usages du numérique, de développer une réflexion sur les implications éducatives et sociales du numérique, sur les enjeux finalement que le numérique soulève. Et de ce point de vue-là, il y a des différentes formules pédagogiques qui peuvent aider à le faire, et notamment ce qu'on appelle des ateliers délibératifs. C'est pas magique, hein, mais c'est des ateliers délibératifs dans lesquels on va prendre notamment des technologies qui sont dans l'environnement scolaire. On pense à, mettons, un système de gestion des comportements, on pense à un algorithme de prédiction du risque de décrochage scolaire, on pense à une caméra qui a été installée à l'entrée de l'école, on pense à n'importe quel finalement dispositif technique qui est dans l'environnement scolaire, et par là même, on amène les élèves à se dire quelles sont les finalités de ce dispositif-là. Il sert à quoi? Qu'est-ce qu'il permet? Qu'est-ce qui pourrait être différent ou fait différemment, etc. Et par là même, on amène les élèves à discuter, à délibérer sur ces dispositifs, à soulever les enjeux possibles, soulever les valeurs qu'ils incarnent, et par là même voir si c'est finalement légitime, éducativement acceptable ou pas. Et je pense qu'il y a moyen, alors ce que je vous dis là, c'est très mal dégrossi, mais il y a moyen de développer avec les élèves une réflexion sur les implications du numérique, les implications éducatives, les implications sociales, également par rapport à leurs pratiques extrascolaires, donc gestion de l'identité numérique, etc., etc. Et là aussi, cyberintimidation en fait partie, et hypersexualité, etc. Et là, de voir comment le numérique, notamment, prolonge et en même temps transforme ces événements-là qui existaient avant. Avant la cyberintimidation, il y avait de l'intimidation, il y en a encore. Okay, mais comment le numérique prolonge ce phénomène-là? Qu'est-ce qu'il implique au niveau éducatif, au niveau social, et par là même, comment est-ce qu'on peut agir? Donc, je pense qu'il y a certaines prises là-dessus qui visent à travailler avec les élèves les implications éducative et sociale du numérique, et non pas simplement le fonctionnement technique du numérique, ni les usages du numérique. Merci. Et je pense qu'on va prendre une dernière question, qui est celle de Valérie qui levait la main. Oui, merci Jonathan. Bonjour Monsieur Collin. En fait, moi, par rapport aux algorithmes de prédiction de l'échec scolaire, donc Monsieur Verpoorten parlait de l'utilité pour l'élève. Ça, c'est une première chose, c'est une réflexion plutôt, mais moi, j'ai intégré le numérique dans mes dispositifs de formation en grand groupe dans l'enseignement supérieur depuis 6-7 ans.
Et j'ai été confrontée à quelque chose qui m'a un peu étonnée, c'est que vous parlez de motivation et donc par rapport aux élèves, en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que plus je mettais des outils à leur disposition pour améliorer leurs compétences, pour les entraîner, etc., même quand ils n'étaient pas sanctionnants, même quand ils n'étaient pas obligatoires, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je faisais exactement l'inverse de ce que j'espérais, c'est-à-dire que je stressais énormément les élèves compétents parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils devaient tout faire, alors que j'arrêtais pas de dire qu'ils ne devaient pas tout faire. Mais comme eux manquent de connaissances dans le domaine qu'ils étudient forcément, ils n'ont pas de balises qui leur permettent de dire j'en ai fait assez ou j'en ai pas fait assez. Et en tant qu'enseignant, quand on leur donne quelque chose, pour les stressés pathologiques, eh bien, c'est qu'il faut le faire parce que sinon, ça ne va pas aller. Et pour les autres, les élèves qui sont moins compétents, on va dire, ou moins investis dans le cours, très vite, ils voient qu'il y a tellement de choses à disposition qu'ils n'arrivent pas à faire pour différentes raisons, parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser ou pour plein de raisons. Très vite, ils sont découragés parce qu'ils se disent je ne vais jamais y arriver. Donc, au final, à force de mettre des outils à disposition, j'obtenais l'effet complètement inverse de celui que j'espérais. Et donc, à ce titre-là, votre idée d'algorithme prédictif m'intéresse beaucoup parce que je me dis, ce serait intéressant pour moi en tant qu'enseignant de pouvoir avoir une sorte de balise, si vous voulez, qui me permettrait de générer des modèles. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec toute une batterie de trucs à proposer à mes étudiants, c'est de pouvoir les insérer les uns après les autres et de voir si, au fur et à mesure, un peu comme une recette de cuisine, quand vous mettez un peu plus de sel ou un peu plus de poivre et puis vous goûtez, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je me demandais aussi si tout ça ne pourrait pas aboutir à des modèles, c'est-à-dire que quand on a un enseignant, au lieu de lui proposer toujours de fonctionner avec du sel et du poivre, et de leur dire, ben voilà une trame, par exemple, dans un cours, vous pouvez insérer des éléments d'entraînement numérique autocorrigé à ce moment-là, de faire ceci à ce moment-là, de faire cela à ce moment-là. Parce que pour l'instant, on tâtonne tous, forcément, et on manque un peu de modèles. Et je m'en rends compte aussi dans ma fonction de coach en technopédagogie. Donc, je coach mes collègues enseignants à la haute école. Et je n'en ai pas des modèles. Parfois, je dis, bah oui, tu peux commencer par ça, et puis voir comment ça va, puis faire ça, et voir comment ça va. Mais voilà, je me demandais si cette idée du modèle, de générer ou de créer des modèles plus tard, vous était venue à l'esprit. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Je trouve que votre remarque et la réflexion que vous portez sur notamment la réaction des étudiants est tout à fait intéressante. C'est sûr que les technologies, bon, le but premier des technologies, c'est de soutenir l'activité humaine. Hein, c'est vraiment de la soutenir. C'est ça, ultimement, ce que fait la technique depuis le début de l'humanité. Et le problème, c'est effectivement qu'on a maintenant beaucoup de technologies disponibles. Hein, et par là même que chaque technologie ajoute une médiation supplémentaire à l'activité. Le risque là-dedans, c'est d'arriver finalement à des technologies qui n'arrivent plus à faire réseau tellement elles sont nombreuses. Effectivement, elles font plus réseau, elles font plus système, et elles soutiennent plus une activité particulière. Simplement, elles multiplient les intermédiaires, les médiateurs, et par là même, on peut se trouver un peu en surcharge devant ça, en se disant ouf, est-ce que je dois vraiment passer à travers tout ça pour soutenir mon activité d'apprentissage dans ce cas-là pour vos étudiants. Donc ça, je reconnais bien là, effectivement, des réactions possibles d'étudiants. Ensuite, pour ce qui est de l'ouverture, disons, que vous mentionnez, en plus des algorithmes de prédiction de décrochage, il y a beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle qui se développent présentement dans tous les sens. Hein. Et il y a notamment des systèmes qui sont davantage de type personnalisation des parcours d'apprentissage. Donc ici, c'est des systèmes, des séquences finalement d'apprentissage qui vont être modulées en fonction des traces informatiques que laissent les apprenants au fur et à mesure où ils avancent dans le parcours. Donc, par exemple, si un
un étudiant montre, par exemple, un moins bon apprentissage à partir de tel exercice ou de telle trace informatique, le système va l'amener à faire d'autres exercices du même genre. Au contraire, il va l'amener à passer plus vite quand, a priori, il répond bien à certains exercices. Donc, il y a des individualisations comme ça, automatisées des parcours d'apprentissage. C'est une première avenue. Puis, l'autre avenue qui m'est venue en vous entendant, c'était davantage les systèmes de recommandation de ressources, notamment, de ressources pédagogiques. Donc, le fait qu'un système d'intelligence artificielle peut recommander différentes ressources à certains moments en fonction des traces qu'il a, en fonction des demandes que fait aussi un enseignant ou un futur enseignant, et par là même donc avoir accès à des ressources ou du matériel pédagogique plus adéquat au bon moment. C'est aussi des choses qui sont en train de se développer présentement. Alors, je ne sais pas si ça répond à ce que vous aviez en tête, mais je sais qu'il y a des développements là-dessus qui sont en cours. Jusqu'à quel point ils sont effectifs et puis efficaces, je pense que ça reste vraiment à tester justement dans la pratique. Et puis pour le moment, on en est un peu à la naissance de ces systèmes-là. Donc, ils sont en développement. Oui, en effet, j'avais été au salon de la technologie, de l'e-technologie à Paris, et j'ai pu tester plusieurs programmes qui intègrent l'intelligence artificielle, TeachUp, etc. Et alors, c'est vrai qu'on irait plutôt vers un seul outil avec un parcours personnalisé pour le cours, plutôt que d'amener une fois un Quizlet, une fois un WooClap et des trucs comme ça. Oui, effectivement, et c'est vrai que ça, on ne les a pas encore testés, évidemment. L'idée du modèle, c'était plutôt une question qui relevait, est-ce que en fonction des résultats que l'on va récolter quand on aura mis en œuvre, par exemple, des algorithmes prédictifs et de leur utilisation, est-ce qu'on pourra aboutir à des modèles, c'est-à-dire de se dire, voilà, dans un dispositif de formation, l'idéal, c'est qu'il y ait du présentiel pendant X temps avec un enseignant, et puis un type et puis introduire, par exemple, pendant 2 semaines, un outil d'intelligence artificielle avec des programmes personnalisés, et puis ceci, et puis cela, vous voyez, des trames quand même idéalisées, où dans ces modèles-là, on aurait un minimum de décrochage, en fait. Voilà, Oui, ça pourrait effectivement. C'est sûr que les modèles de prédiction du risque de décrochage peuvent modéliser en même temps la persévérance, la réussite, et donc voir ce qui est optimal. Par contre, je pense que l'intervention auprès des élèves ou des étudiants qui sont à risque de décrochage, elle gagnera vraiment à être, pour le coup, humaine, je pense, parce que les conditions de décrochage sont singulières, et parce que souvent, les étudiants qui sont à risque de décrochage sont des étudiants qui ont moins d'autorégulation que des étudiants qui ne le sont pas, et donc qui ont besoin de plus de soutien. Alors, dans ce sens-là, effectivement, certains systèmes d'intelligence artificielle peuvent aider, mais également, je pense, vraiment une personne humaine qui va décider d'un plan d'intervention avec eux, qui va pouvoir les accompagner là-dedans en choisissant justement les bonnes ressources qui sont appropriées. Ça, je pense que en tout cas, pour moi, la dimension humaine dans l'intervention suite au risque de décrochage est importante. À mon avis, elle permet vraiment, d'une part, de bien cibler les facteurs du risque de décrochage, de bien cibler l'intervention en conséquence pour aller chercher ces causes-là, et puis surtout donc de vraiment établir un rapport, développer des pratiques d'études que les étudiants précisément n'ont pas lorsqu'ils sont à risque de décrochage. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, avec le temps qui file, je ne vais pas pouvoir prendre de nouvelles questions, donc il nous reste juste à te remercier. Simon, on va refaire une petite tournée d'applaudissements pour te remercier pour ton intervention. Merci. Merci à vous. Et donc, merci d'avoir suivi aussi à distance. On va devoir vous laisser parce que d'autres activités nous attendent, mais encore merci à tous à distance et en présentiel. Et à la prochaine fois.